Bienvenue sur le podcast de Gills Records, je suis Guylaine Robin et nous allons parler ensemble de plein de sujets sur le marketing musical, sur l'industrie de la musique et vous aider à développer vos projets. Bonjour à toutes et à tous, c'est Guylaine de Gills Records et aujourd'hui je vous propose une interview audio avec Jennifer Esquidjan qui va nous parler un peu de droit de la musique et de propriété intellectuelle. Alors bonjour Jennifer. Bonjour Guylaine. Ça va bien ? Oui, ça va, je suis très contente d'être là. Moi aussi, en tout cas, je te remercie de donner du temps pour les auditeurs de ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Alors, en quelques mots, je suis donc juriste, j'ai fait des études de droit et je suis spécialisée en droit de la musique. Et j'ai créé, donc l'année dernière, j'ai monté le blog Droit de la musique, qui est un peu l'aboutissement de 10 ans, disons, de tests pour trouver le bon moyen d'expliquer, de faire comprendre aux artistes comment protéger leurs droits et pourquoi protéger leurs droits. En fait, voilà. C'est vraiment l'aboutissement de 10 ans de réflexion et de travail autour du droit de la musique. 10 ans, 10 ans, c'est-à-dire par rapport à ton parcours à peu près, c'était pendant tes études, c'est 10 ans que déjà tu exerces dans ce domaine. Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé j'ai fini mes études en 2003, 2004, quelque chose comme ça. Après, j'ai travaillé un peu dans le droit en général, tu vois, un peu généraliste dans un cabinet d'avocats où je me suis beaucoup ennuyée, en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas. Enfin, je peux pas. Mais pourtant, il y a quelque chose dans le droit, dans la matière juridique que j'ai jamais réussi à quitter complètement parce qu'il y a quelque chose quand même qui est hyper intéressant et on en reparlera justement pendant ce podcast. Il y a quelque chose qui est comme fondamental, tu vois. Mais comme c'était appliqué, comme c'était travaillé, expliqué, tout ça dans les cabinets d'avocats et tout, c'était mortellement chiant, Et du coup, petit à petit, comme beaucoup de gens, tu sais, t'as deux passions, des choses qui t'intéressent, et puis à un moment donné, tu sais pas comment, t'as l'idée de tiens, viens, je fais les deux en même temps, en fait. Et comme j'écoutais beaucoup de musique, j'adorais la musique, je sortais beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de musiciens, musiciennes à l'époque, complètement à l'ouest, quoi, qui comprenaient rien, les droits, la musique, le machin. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Comme beaucoup, hein. Et puis il y a j'aime pas compter les années maintenant, mais il y a peut-être 15 ans, tu vois. Et donc je me suis dit, et puis on a commencé à me poser les questions, comme j'étais juriste, mais pas du tout spécialisée, mais tu sais, au moins tu sais ce que c'est le droit, tout ça. Bon, j'ai commencé à chercher toute seule pour leur expliquer. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais attends, je vais me spécialiser, dans la musique, le droit de la musique. Tu vois, comme je connais le droit, et puis j'aime la musique, je connais des musiciens, on me pose des questions. Et puis quand j'ai commencé à vouloir, je me suis dit, je vais chercher des entreprises dans lesquelles travailler. C'était 2005-2006, en pleine crise du disque. Donc c'est comme si c'était l'arrivée du streaming. C'est comme si aujourd'hui, Covid, la coronavirus, tu dis tiens, je vais aller travailler dans un restaurant, tu vois. Ouais. Du courage. Je veux dire, tu peux pas trouver de taf, tu vois, aujourd'hui dans une restauration aujourd'hui. Ouais. C'était un peu ça. Donc je me suis dit, je vais créer un site internet. Et j'ai mon premier site internet que j'ai commencé à créer, c'était en 2010. C'était en HTML. J'ai tout codé moi-même. Oula, je sais pas si tu te rappelles ou certains se rappellent des codes HTML de l'époque et tout. J'ai créé des pages et tout ça. Mais finalement, C'était courageux. Ouais, c'était très courageux. Parce que j'ai essayé 2-3 fois ce projet. À chaque fois de site, il est revenu plusieurs fois dans ma vie. Ça n'a jamais marché. Et pourquoi ça a marché maintenant, aujourd'hui, l'année dernière? Ce qui a fait que j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et à un moment donné, ça a fonctionné. Et pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que je vois le parallèle avec les musiciens, les musiciennes, bien entendu. C'est une transformation dans mes motivations. Ça va être un peu bizarre, peut-être ce que je dis, mais les premières fois que j'ai commencé à faire ce site, etc., mon seul et unique but, c'était pour aider les musiciens, tu vois, accompagner, pour aider les musiciens, point. Écoute, aider les musiciens, oui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais je veux dire, mettre en place le site, créer les questions, le contenu, nourrir le truc et tout, tu ne peux pas faire
enfin, ça ne peut pas tenir si derrière, t'as pas des rentrées d'argent, quoi, pour dire les choses très simplement. À ce moment-là, donc plusieurs fois j'ai voulu le faire, j'avais aucune, comment dire, j'avais peur ou j'étais mal à l'aise à l'idée d'intégrer une dimension économique à mon projet. Oui, c'est un peu comme les musiciens qui sont passionnés, qui ont du mal à demander un cachet quand ils jouent. Oui, c'est pour ça que je le dis. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Enfin, au bout d'un moment, t'es épuisé. Au bout d'un moment, sauf si t'es millionnaire et puis t'as que ça à faire et puis je sais pas si t'as pas de volonté de travailler entre guillemets, d'être professionnel dans la musique. Mais moi, c'était pas mon cas. J'avais envie de travailler dans la musique. J'avais envie que ce soit mon activité professionnelle. Donc, quand tu fais un projet que l'unique but c'est juste je veux aider, mais non, j'ai aucune réflexion économique. Comment je vais monétiser? Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Au bout de 2 mois, 3 mois, en fait, tu t'abandonnes. Plus t'abandonnes, t'es plus motivé, quoi. Alors, je modérerai, enfin, on nuancera après, parce que je dis pas que c'est l'argent, la motivation. Oui, pour un projet professionnel, pour un projet économique, c'est quand même un flux, c'est une respiration, c'est de la nourriture. Enfin, tu vois, c'est quand même ça donne une existence à ton projet professionnel. Et ben là, ce qui a changé, c'est que pour ce projet-là, je me suis dit non, ce blog, ça va être un projet professionnel. C'est un projet qui va me ramener de l'argent. Je veux gagner de l'argent avec ce projet. Et paradoxalement, plus je rentre, bon, c'est encore le début, tu vois, mais plus je suis en train de me dire, non, j'ai envie de valoriser ce projet parce que c'est important, parce que ça apporte de la valeur aux autres. Et du coup, t'as envie d'amener encore plus de valeur. T'as envie d'aider encore plus parce que derrière, il y a comme un flux, tu vois, il y a comme un circuit, ça te permet de te ramener de l'argent, du coup, je peux réinvestir ce temps et cet argent pour donner encore plus de contenu et de valeur, tu vois, ce circuit-là. Et je pense que c'est intéressant aussi pour les musiciens, les musiciennes, les artistes, enfin n'importe qui d'ailleurs, et puis tous les professionnels qui accompagnent les musiciens et les artistes. Donc c'est carrément le changement d'état d'esprit qui a fait que réintégrer la dimension. Ouais. Tu sais ce que j'écris souvent dans les articles ou quoi, c'est réintégrer la dimension économique dans la passion, en fait. C'est arrêter de séparer la passion et l'argent, en fait. J'y pensais tout à l'heure parce que je pensais à cette conversation. Et il y a un truc, je commence direct par ce qui m'énerve, tu vois. Comme ça, on voit à peu près si on est d'accord ou pas avec ce que je dis. Mais si tu veux, ce qui m'a énervé, ce qui m'énerve, et c'est ce que j'ai envie de transmettre, parce qu'à un moment donné, on va parler aussi du blog, de qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle, pourquoi c'est important pour les artistes aujourd'hui, débutants ou pas, de s'intéresser au droit, en fait. Oui. C'est juste que j'ai l'impression, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a une industrie de la musique. On a industrialisé la musique. Oui. On est d'accord ou pas d'accord qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais, dans les grosses majors ou dans les grosses boîtes, il y a des auteurs-compositeurs qui sont enfermés dans des pièces où il n'y a pas de fenêtre. Enfin, tu vois, 8 heures par jour, ils sont là comme des poules pondeuses à écrire et composer beat 1, beat 2, mesure 1, mesure 2, je sais pas quoi, pour produire. Ah, je savais pas que c'était dans ces conditions. Il y en a, je te dis pas, c'est pas tout le monde, mais je veux dire, j'avais un bouquin que je lisais sur, justement, aux États-Unis, un mec qui parlait de ça. Et, en tout cas, c'est cette industrialisation. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voit des mecs qui produisent de façon industrielle et complètement sans aucune âme, si je puis me permettre l'expression. Ouais, voilà. Et se faire plein de thunes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tu peux ne pas être d'accord avec ce modèle. Moi, personnellement, ça me heurte. Tu vois, comme l'asservissement et l'esclavage de la musique. On a rendu la musique esclave de l'économie. On a rendu les gens esclaves de cette industrie. Donc, si tu veux, pour aller contre ça, ce que j'observe, et j'ai l'impression, après, c'est ouvert au débat, hein, je dis rien comme une vérité. J'ai l'impression qu'on s'est dit, je dis on parce que je m'inclus dedans à une époque en tout cas,
On s'est dit, ah bah donc non, moi je ne suis pas comme ça. Donc moi, comme je suis passionnée par mon travail, comme je mets du cœur dans mon travail, etc., bah je fais pas d'argent, quoi. Puisque faire de l'argent, c'est ça. Moi, si tu veux, pour faire le contraire, pour m'opposer, ben je vais faire ma passion, mais sans argent. Mais sauf qu'en fait, cette attitude, qu'est-ce que ça a fait? Ça nourrit ce système-là. Ça nourrit le système que, c'est normal. Tu vois, c'est devenu normal. C'est devenu un schéma mental, un modèle mental, comme on dit, tu vois. C'est comme les croyances individuelles et modèles mentaux au niveau de la société, des groupes humains. C'est normal que quand tu fais un boulot industriel qui te fait chier et où il n'y a aucun cœur, tu te fais plein d'argent. Et puis quand tu veux faire quelque chose qui te passionne, eh bien tu fais une croix sur l'argent. Oui, comme ça on n'a pas le droit d'être rémunéré pour une passion. Ah voilà. Et ça fait des décennies que c'est comme ça. Je dis des décennies, ça se trouve c'est beaucoup plus, tu vois. Ouais, on culpabilise, c'est un peu dans notre culture. Mais le fait, tu vois ce que je veux dire, le fait de s'être opposé au système industriel en disant non, moi je refuse de l'argent, en fait tu nourris le système. Je me suis rendu compte de ça. Et moi personnellement, après c'est chacun ses choix. Hein. Personnellement, je me suis dit non, c'est hors de question, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un monde où je veux, en tout cas moi dans ma vie, faire un métier qui me passionne et en même temps que je puisse profiter des fruits de mon travail et que je puisse gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Oui. Et que au contraire, un système peut-être inverse où c'est les mecs qui font du business industriel, pas de qualité, pas de cœur, etc. Bon, eux, ils ont le droit d'exister, mais peut-être qu'ils peuvent faire moins d'argent. Pourquoi ce serait cet ordre-là, tu vois? Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, mais tu vois. Bon, tout ça, c'est pour expliquer mon projet, quoi. Ça me fait penser, alors je pense que c'est dans le même ordre d'idée, hein, tu me dis si je me coupe, mais parce qu'on a parfois des beatmakers aussi qui peuvent écouter, hein, qui font aussi de la musique, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus cette mode aussi de faire des musiques instrumentales pour du rap ou du hip-hop, etc. Où t'as des gars qui font ça à côté de leur boulot chez eux, avec souvent du matériel un peu craqué, qui produisent, ils restent dans leur bureau toute la journée à produire de la musique, puis ils te vendent ça pas trop cher, voilà, en se disant oui, je fais ça à côté de mon métier, donc je vais pas vendre ça plus cher, puis j'achète pas mon matériel, donc il y a pas de raison. Mais ça fait du mal aussi, surtout qu'il y a pas forcément de la qualité derrière, parce qu'on peut pas produire énormément et faire de la qualité non plus. Et ça fait du mal en fait au métier, quoi. C'est après, si voilà tout un petit peu le cheminement et les raisons d'être de mon projet, de ton projet, des projets qui sont en train un peu d'émerger. C'est aussi de remettre, comme on dit, un peu de remettre de la conscience dans notre travail, mais pas dans le sens de la morale, mais juste avoir conscience de quand je fais quelque chose, quelles sont les conséquences, et est-ce que je suis d'accord avec ça, enfin, tu vois, est-ce que ça nourrit ma vision de la vie, du travail? Si c'est oui, c'est très bien, fais-le. Mais si c'est non, ok, rends-toi compte, juste sois ok avec le fait que si je fais ça, ça nourrit un système qui, lui, derrière, va peut-être contribuer à mon appauvrissement. Tu vois, ce truc-là? Oui, puis après, voilà, moi, je juge pas le beatmaker qui fait ça à côté, qui vend 10 balles sa compo. S'il est ok avec ça, il est ok avec ça, tu vois. En fait, je pense qu'après, ils se rendent pas forcément compte, parce que je pense que tu as déjà eu de ton côté, justement, sur les droits de la musique, ils font pas attention au contrat qu'ils signent, ils laissent tomber leurs droits d'auteur, et puis si leur chanson, elle fait un buzz, ils ont perdu beaucoup d'argent. Enfin, ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils délaissent un petit peu leur œuvre, quoi. Tu vois, des musiciens qui débutent, disons, tu vois, qui débutent dans la musique, t'as toujours une partie effectivement qui s'intéresse pas du tout à ses droits, qui comprend pas du tout ce que c'est et qui est gêné, tu vois, c'est-à-dire que on va lui, enfin tu vois, il est gêné de négocier des pourcentages, il se dit oui de toute façon, tu vois, c'est rien quoi, c'est rien. Et t'as ceux qui débutent aussi et que tu vois qui sont, alors c'est pas la majorité. Effectivement, ils sont rares, mais qui sont là à négocier leurs droits. Tu vas dire, mais non, mais attends, c'est pourquoi ce que 5%, pourquoi pas 10, etc. Et on les qualifie de tatillons, tu vois. Ils sont chiants, ils sont tatillons, ils sont procéduriers. Non, mais tu sais, genre, qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes pourcentages, etc. Et tu veux que je te dise, moi, ma vision de la différence entre
le mec qui est là en train de gratter et dire mais attends, moi c'est ça mon pourcentage, et l'autre qui s'en fout, c'est qu'il y en a un qui a absolument foi en son travail, il s'imagine tout de suite, au moment où il l'écrit, que ça va être écouté par 10 millions de personnes. Et celui qui en a rien à foutre, en fait, qui s'en fout, qui signe, etc., de toute façon, il a aucune foi en son travail. Pour lui, il y aura 10 vues et basta. Si au début, tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu composes quelque chose, t'es persuadé que le morceau, c'est le prochain tube planétaire. Tu t'intéresses pas à tes droits. Tu t'intéresses pas à combien tu vas toucher. Bien sûr que si, débutant, pas débutant. C'est pour ça que moi, le truc de propriété intellectuelle, débutant, pas débutant, ça n'a presque aucun, enfin, peu importe. Est-ce que tu as foi en ton projet ou pas? Bah, c'est un peu comme si en dehors de la musique, si on faisait une métaphore, tu cherches un métier, tu parlais de restauration tout à l'heure, mais tu vas bosser dans la restauration et on te fait un contrat de travail et tu regardes pas les conditions, ni ce que tu vas gagner, ni comment tu vas évoluer. Ça fait rigoler ce que tu fais parce que en fait, combien de fois j'ai signé des contrats, moi, sans même lire ce qu'il y a écrit dans le contrat de travail, je m'en fous, à peine je demande le salaire parce que je n'ose pas et tout. Bah oui, en fait, ça m'énerve ces questions parce que on revient à ce que tu disais au début, on n'ose pas négocier en fait, par rapport aux Américains par exemple, qui ont cette culture de la négociation. Ouais. Bah oui, complètement. Donc bah oui, tout à fait. Donc oui, voilà, moi ça me touche, j'en parle un peu comme ça parce que je suis pas du tout artiste ni musicienne et tout ça, mais je veux dire, t'as pas besoin d'être artiste ou musicien aujourd'hui pour savoir ce que c'est brader son travail, pour savoir ce que c'est ne pas avoir conscience de la valeur de son travail. Enfin, tu vois, donc bien sûr que ça me touche, et je pense qu'il est temps que ça change. Et donc c'est pour ça que tu as décidé de créer ton blog et puis d'offrir des services aux artistes. Pourquoi les artistes, en fait, ils s'intéressent pas aux droits de la musique? Qu'est-ce qui fait que, moi, j'ai débuté dans la musique, j'avais 16-17 ans, j'y connaissais rien, les gens autour de moi, ils connaissaient rien. Pourquoi aujourd'hui, on n'a pas cette connaissance? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors, ta question, c'est pourquoi les artistes ne s'intéressent pas aux droits de la musique, en tout cas au début, c'est ça quand ils commencent, ou pourquoi ils s'intéressent pas en général? Oui. Pour moi, une des raisons principales, c'est parce que les gens, c'est pas que les artistes, ont peur des questions juridiques, administratives, financières. Il y a ce truc de ces croyances, quoi, c'est des croyances, des préjugés. On pense que le droit c'est trop chiant, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Le droit c'est de la matière pour des mecs en costume, cravate, dans des assemblées qui discutent entre eux en latin, tu vois. Et ensuite, c'est sûr que quand tu as cette image-là du droit, et c'est une image, on l'a pas pour rien, cette image-là, c'est que c'est certainement une image qui a été construite, tu vois, depuis des siècles. C'est quelques hommes en costume sombre qui décident ce que c'est la loi, en fait. Oui, avec des termes incompréhensibles qui rendent... Avec des termes incompréhensibles, nonobstant, machin truc. Oui, bon, d'accord. Non, enfin, il y a quand même, non, il y a des termes qui sont incompréhensibles, mais il y a quand même une belle langue dans le droit. Tu vois, je suis pas en train de, j'adore, tu vois. Mais disons que il y a eu une séparation comme ça entre le peuple et les mecs qui décident. C'est pas que dans la musique. Donc, ce qui fait que le petit peuple commence à avoir peur de toutes ces grandes questions, entre guillemets, et même si la peur est inconsciente, tu vois. Je dis pas que quand tu commences à 18 ans, oh non, j'ai peur des questions juridiques, tu te le dis pas. Mais en fait, comme inconsciemment, tu penses que c'est dur, c'est compliqué, on sait pas forcément que ça existe en plus. En plus, tu sais pas que ça existe. Mais justement, quand il y a quelque chose qui fait peur, souvent ce qui se passe, c'est que on aime bien que ça se voit pas. Donc de toute façon, personne n'a mis en lumière le droit de la musique puisque ça fait peur à tout le monde. Donc ça reste à l'ombre, tu vois. Donc il y a ce truc de ça n'existe pas. Effectivement, personne n'en parlait, il n'y avait pas cette volonté aussi que, voilà, il y a aussi ce truc-là. Il n'y avait pas la volonté que les musiciens sachent. Il n'y a pas la volonté que les artistes s'approprient le droit de la musique. Enfin, je dis droit de la musique au sens large, mais le droit de la propriété intellectuelle, etc.
il n'y a pas la volonté que le peuple s'approprie les questions juridiques. Enfin, je dis peuple, je suis pas du tout, en plus, je sais pas comment on peut interpréter, mais il n'y a pas du tout de politique ou quoi que ce soit dans ce que je dis, hein. Mais moi, aujourd'hui, les problèmes, par exemple, le système monétaire, la création de l'argent, la création de la monnaie, la fonctionnement des banques, je m'y intéresse pas parce que je me dis, oh là, c'est trop compliqué, je vais rien comprendre. Ah bon, mais j'en sais, je n'ai même pas essayé de, tu vois. Donc, bon, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a ça, il y a cette méconnaissance, mais parce qu'il y a une peur. Et en même temps, il y a une volonté aussi de garder les artistes, les auteurs, les compositeurs dans la méconnaissance quoi, de leurs droits. Je pense qu'à un moment donné, il y a cette volonté-là aussi. Parce que même des gens qui sont professionnalisés n'ont pas forcément toutes les connaissances non plus dans le domaine. Alors, la question n'est pas d'avoir les connaissances. Bien sûr que tu peux pas avoir toutes les connaissances. Tu vois, il y a besoin des experts. Il y a besoin d'un expert juriste parce que lui, son taf, ça va être chercher dans les textes et tout. Mais à un moment donné, quand t'es artiste, le truc, c'est de trouver la balance entre oh, je m'en fous, c'est trop compliqué, je m'y intéresse pas du tout, j'ai un manager qui s'occupe de tout, j'ai un producteur qui s'occupe de tout. Il y a un mec qui me dit tu comprends pas, vas-y laisse, tiens, signe ici, hop, je signe ici. Tu vois, parce qu'il y a combien d'artistes à l'époque se sont retrouvés dans ces schémas-là, ruinés à la rue. Bon. Et t'as l'autre schéma qui consiste à dire oui, je fais tout toute seule, je vais tout lire dans les bouquins, je vais tout apprendre, moi j'ai les connaissances, c'est tous des escrocs, je fais confiance à personne. C'est entre les deux, tu vois. Ouais, il faut un compromis. C'est entre les deux, c'est-à-dire que je vais aller chercher quelques connaissances en droit de la musique, c'est-à-dire en tant que musicien, qu'est-ce que ça veut dire en fait avoir des droits. C'est même pas quels sont fondamentalement mes droits. Oui, si, quels sont mes droits. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un droit en tant qu'auteur-compositeur? Un droit de quoi en fait? D'où ça vient? C'est quoi ce droit? Tu vois, avoir cette conscience-là. Et ensuite, eh ben tiens, une fois que je comprends quelles sont les questions fondamentales à se poser, je vais aller demander à un expert, donc à un juriste, à un avocat, à n'importe qui que tu connais qui sait mieux que toi. Tu vas lui demander des conseils, tu vas lui demander son avis sur telle ou telle question juridique. Et après, c'est toi qui décides. Tu t'abandonnes pas ton pouvoir de décision aux autres. Et en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis c'est quels sont les droits en fait, parce qu'en fait, on le sait pas. Moi, je vois beaucoup d'artistes, même moi au début, je pensais voilà que le droit d'auteur, etc., c'était la SACEM en fait. Tu vois, c'est un petit peu l'image symbolique qu'on a au début quand on n'a pas les connaissances. Mais du coup, c'est pas que ça les droits de la musique. Ben non, mais non, pas du tout. C'est pas que ça. Non, c'est marrant. C'est le droit de la musique, si tu veux, c'est comme un. J'aime bien. C'est vrai que je parle souvent d'un écosystème, quoi. C'est comme si tu veux un village, une forêt. Enfin, on dirait un village. Voilà, c'est un village avec des champs, la mairie, l'église, l'épicier. Le parc, le square, les maisons, enfin tu vois tout ça, c'est tout un grand village quoi. La SACEM c'est comme si tu veux l'épicier quoi. Ouais. Et tu peux pas définir tout le village par l'épicerie, c'est un des éléments de tout le système, de tout l'écosystème. Donc le droit de la musique, entre la musique, le droit de la musique, c'est qui sont tous ces gens, ces maisons, la mairie, la pharmacie, enfin tu vois qui fait quoi en fait dans ce village. Et quels sont les liens entre tout le monde. Et effectivement, la SACEM, c'est un des maillons, mais important, hein, bien sûr, heureusement déjà qu'on connaît la SACEM, c'est un des maillons, mais c'est là pourquoi, en fait, la SACEM, il fait quoi, la SACEM? Le droit d'auteur, c'est pas la SACEM, tu vois. La SACEM, c'est un des organismes qui est là pour gérer les flux d'argent, si tu veux, qui sont générés par la création, par les droits d'auteur. Ouais. Justement, c'est revenir à la base il y a souvent des gens qui me demandent, oui, les droits d'auteur, oui, alors la SACEM, c'est quoi déjà les pourcentages? 1 tiers, 2 tiers, 1%, 3%, ils sont en train de parler des pourcentages et tout, mais quand je lui demande, mais c'est quoi droit d'auteur? Ça veut dire quoi en fait?
pas capable de me définir ce que c'est un droit d'auteur. C'est pas grave, hein. Mais je veux dire, avant d'aller des pourcentages de 3%, 1%, la SACEM et tout, déjà prendre conscience de qu'est-ce que c'est un droit d'auteur. Ça veut dire quoi, droit d'auteur, en fait? C'est les droits des auteurs, mais c'est un droit pour faire quoi? C'est un droit de quoi? Un droit de garer ta voiture dehors, un droit de faire pipi dans la rue. Enfin, tu sais, c'est un droit de faire quoi, en fait? Et quand tu remontes justement, quand tu comprends que le droit d'auteur, c'est un droit de propriété du créateur d'une œuvre, quelqu'un qui crée quelque chose, qui crée une œuvre, on a considéré, parce que c'était pas le cas avant, on a considéré qu'il est propriétaire de son travail. Et aujourd'hui, on est dans des sociétés où la propriété privée, la propriété individuelle et la propriété privée, c'est très important. Donc, on protège la propriété. On protège pour que personne ne te vole. Et pourquoi la société, elle protège ta propriété? Pourquoi elle te dit qu'en tant qu'auteur, quand tu crées quelque chose, on le protège? Comment dire, c'est pas pour rassurer les délires égotiques des artistes ou leur ego, oui, c'est à moi, on en a rien à foutre, l'État, il en a rien à foutre. L'État, il te protège ton œuvre parce que derrière, il peut y avoir une exploitation et qu'il y a une valeur économique à ton travail. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent. Ils pensent juste à protéger pour éviter, dans le terme courant, on dit plagiat, mais ils ne pensent pas à tout ce qui est justement rémunération. Mais tout à fait. Et si tu veux, moi, mon travail, un peu, ce que j'essaye de creuser. Moi, je te dis, là, c'est là où j'en suis aujourd'hui de mes réflexions, observations. Puis ça continue. Mais disons, voilà, je me suis rendu compte qu'on comprend que l'aspect droit protection, le droit protège, ça, on l'a bien compris. Ben, c'est déjà bien. Mais il protège aussi parce que le droit, il a une fonction aussi de te permettre d'exploiter ton travail. Puisque personne n'a le droit de te voler, personne n'a le droit de faire la même chose que toi, donc c'est toi la seule personne qui peut décider de l'exploiter. Ou pas, on est d'accord, ou pas. Mais c'est surtout que tu peux exploiter économiquement ton travail. Bon, mais voilà, tu vois déjà. Et puis ensuite, tu as le droit de creuser. Droit de propriété sur mon œuvre. J'ai une inspiration. J'écris une mélodie, je suis propriétaire de ce travail. Mais déjà, juste ça, philosophiquement, éthiquement, historiquement, spirituellement, et tout ce que tu veux, il y a déjà plein de questions que tu peux te poser en tant qu'artiste. Tu vois ? Est-ce que, je veux dire, la propriété aujourd'hui, la propriété intellectuelle, c'est hyper important. Moi, je sais pas, d'une certaine manière, je défends. Mais même ça, tu as le droit de la remettre en question, la propriété intellectuelle. C'est ce qui s'est passé quand Internet est arrivé. Et qu'on a décidé que tout est gratuit. On s'en fout. Il y a une musique sur Internet, je prends, j'écoute. Je rémunère personne. Tu vois, tu touches au cœur de, c'est quoi la propriété, c'est quoi, là, le but, c'est pas de parler de tout ça, mais tu vois ces questions-là qui émergent quand tu vas te poser la question. C'est quoi la propriété? C'est quoi un auteur? C'est quoi la création? Est-ce qu'on peut protéger quelque chose? Une inspiration que tu as, tu écris sur un papier. Peut-être c'est pour ça aussi, tu sais, que les points d'interrogation, je te demande à toi, ou s'il y a des artistes qui veulent après répondre ou quoi, mais est-ce que c'est parce que c'est peut-être pas naturel de s'approprier la création artistique? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ne s'intéressent pas à nos droits? Que les artistes s'intéressent pas à leurs droits? Parce que c'est comme... je veux dire, bon, à un moment donné, peut-être que j'en parlerai de plus en plus, on en parlera de plus en plus, mais à un moment donné, quand je disais que la musique, je regrette que ça soit asservi comme ça et industrialisé, je pense qu'il faut pas oublier que depuis des millénaires et des millénaires, la musique, c'est quoi en fait? Je veux dire, c'est un langage des émotions, c'est une vibration, c'est une communication avec le cosmos, c'est de l'inspiration divine ou tout ce que tu veux. Il y a cette dimension à la musique quand même, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pour certains musiciens que je connais, écrire de la musique, c'est recevoir un message, c'est être un canal, c'est sentir une vibration, la traduire en musique. Donc, il y a quelque part, ça m'appartient pas, tu vois. Oui. Je couche sur le papier ce que j'entends,
Et le concept de me l'approprier, aller l'exploiter, le vendre, etc. Peut-être, je comprends que ça puisse ne pas être naturel en fait. J'ai pas de, enfin, voilà, je pose des questions, j'en sais rien en fait. Enfin, j'ai pas de réponse, tu vois, mais peut-être que. Non, je mais trouve que ce serait bien que les artistes, voilà, se réapproprient ces questions, tu vois. C'est pas des mecs dans leur tour à la défense là. Enfin, pour les Parisiens, j'ai rien contre les costumes cravates et contre les mecs, les experts qui travaillent, mais je veux dire, on peut pas laisser la réponse à ces questions toujours à des gens, à d'autres personnes, quoi. Ouais. Bah, c'est un peu comme sur les statuts des musiciens amateurs, par exemple. Enfin, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est fait un peu dans leur tour d'ivoire et qu'ils viennent pas sur le terrain voir comment ça se passe, les groupes qui jouent dans les cafés, les rémunérations, comment c'est compliqué de mettre en place tout le temps. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, et ben voilà, c'est un peu pour, c'est que tout le monde, tous ceux qui se sentent concernés, mais c'est-à-dire que même moi, je suis pas musicienne, mais je me sens concernée par c'est quoi la création artistique? Est-ce que s'approprier une création artistique, c'est naturel, pas naturel? Il y a quelques siècles encore avant, c'était pas naturel. Pourquoi on parle de domaine public? Pourquoi une œuvre? Pourquoi il y a une limite? Pourquoi il y a une durée au droit d'auteur? Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement le domaine public pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas en fait? Alors, en quelques mots, quand on dit que tu as un droit d'auteur, donc quand tu es auteur, compositeur, tu as créé une œuvre, tu peux monétiser ton travail, d'accord? Tu peux recevoir de l'argent grâce à l'exploitation de ton travail pendant une certaine durée. Donc, c'est pendant toute ta vie et 70 ans après ta mort. Donc, pendant toute cette période-là, ton œuvre, quand elle est diffusée à la radio, à la télé, chantée, etc., eh ben, on doit te demander l'autorisation et on doit te payer. Après cette période-là, c'est ce qu'on appelle, voilà, on dit que les œuvres tombent dans le domaine public. Le domaine public, c'est comme si ça appartient à tout le monde, en fait. Ça appartient à tout le monde. On n'a plus à demander d'autorisation. On n'a plus à payer de droits. Je peux utiliser l'œuvre. Là, par exemple, là, il y a 1 an ou 2, là, je suis très très récemment, le Boléro de Ravel est, comme on dit, tombé dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui veut aujourd'hui jouer en concert le Boléro de Ravel n'a plus à demander d'autorisation aux ayants droit, n'a plus à payer des droits, etc. Donc le domaine public, si tu veux, c'est le bien commun. Ça appartient au peuple. Il n'y a pas à payer pour écouter de la musique, il n'y a pas à payer pour lire un livre. C'est ça un peu l'esprit. Comme si c'est rattaché au patrimoine, quoi, un peu. Voilà, exactement. C'est un peu patrimoine, patrimoine commun, patrimoine de l'humanité, ou je sais pas, mais on rigole, mais il y a cette notion-là. Oui. Il y a cette notion-là. Donc, le fait de s'être approprié le travail de création, et puis de l'exploiter et gagner de l'argent aujourd'hui, il y a une durée limitée. Après, ça revient comme un patrimoine de tous, au patrimoine de même pas l'État, de l'humanité carrément, quoi. Oui, parce que même l'État récupère rien là-dessus, hein. Non, c'est le patrimoine de l'humanité, parce qu'on estimait, et du coup il y a cette idée qui est encore là, quoi. On estime que la création artistique culturelle, c'est le bien du peuple, quoi. Ça appartient à tous. Donc c'est pour ça les débats aujourd'hui et Internet, la gratuité et tout ça, ça a mis en lumière ces débats-là. Ceux qui défendent le domaine privé, le domaine public, ceux qui défendent le droit d'auteur, etc. Donc voilà, il faut que les artistes ils participent à ces débats. Oui, puis c'est vrai que ce qu'on a vu avec Internet, c'est qu'en plus ça vient beaucoup des lois américaines qui n'ont pas forcément les mêmes lois que nous sur la propriété intellectuelle, donc ça pose des problèmes. Oui, enfin, il y a des conventions internationales, mais qu'après chaque pays peut appliquer ou non. Bien sûr, aujourd'hui, t'as des très grandes entreprises qui font un petit peu comme elles veulent. Enfin, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, juste un exemple. Donc la SACEM, c'est pour dire très simplement l'organisme qui collecte auprès des radios, des télés, des organisateurs de spectacles, qui collectent l'argent des auteurs et des compositeurs.
l'argent issu des droits d'auteur. Donc donc c'est censé, enfin je sais pas, hein, après chacun, mais c'est censé être transparent, c'est-à-dire que les auteurs, les compositeurs ont confié à la SACEM le soin d'aller récupérer leur argent, leur argent qui vient de leur travail, de sa création à lui, enfin, à l'auteur, au compositeur. Et donc c'est censé être transparent. La SACEM a conclu un accord avec YouTube il y a pas très longtemps pour que YouTube paye des droits d'auteur à la SACEM, puisqu'il y a des milliers de musiques qui sont diffusées sur YouTube, des œuvres d'auteurs-compositeurs, et les auteurs-compositeurs ne touchent rien. Il y a eu un accord qui a été conclu entre YouTube et la SACEM. YouTube a interdit la SACEM de diffuser, j'ai plus le mot, de diffuser, de déclarer le montant des droits d'auteur payés par YouTube. Bon, on peut trouver ça scandaleux. Bon, moi je trouve ça scandaleux, mais si personne n'est au courant, si les artistes s'intéressent pas, s'ils voient même pas c'est quoi le rapport, ils comprennent même pas ce que ça veut dire, ben ça va rester comme ça. Enfin, je veux dire, ça bougera pas. Et toi justement, tu travailles donc sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Donc c'est ta thématique maintenant avec ton parcours que tu as choisi. Et pourquoi pour toi c'est important du coup, enfin sur quelle thématique tu travailles et pourquoi c'est important pour les artistes, qu'ils soient débutants ou plus professionnels? C'est le début, je pose les fondations un peu du blog et de mon travail. C'est vraiment les fondamentaux. C'est-à-dire, c'est quoi un droit d'auteur? C'est quoi un droit voisin? C'est quoi les contrats? Tu vois, pour bien comprendre les contrats, on vient les questions, si tu veux. Enfin, je sais pas si c'est ça exactement que tu me demandes, mais il y a les problématiques principales. Ça va être les contrats. Comment je négocie? Qu'est-ce que je négocie? J'ai rendez-vous avec un label, quel contrat je vais signer, comment je protège mes droits, quel pourcentage, etc. Donc la problématique des contrats. Ensuite, la problématique de l'argent, dans le sens comment ça circule l'argent. C'est une des vraiment problématiques clés. Justement par rapport à tous les organismes, parce qu'il y a la SACEM, très bien, mais comment je me plug à la SACEM? Comment je me plug? Pourquoi? Comment je m'y raccorde? Sauf qu'à côté, tu as aussi la DAMI, tu as la SPDIDAM, tu as la SCPP, tu as la SPPF, tu as plein d'organismes comme ça qui sont en général inconnus, et que si tu t'y plugues pas, c'est vraiment du plugué, quoi. Si tu t'y raccordes pas, tu touches pas d'argent. De l'exploitation de ton travail, etc. Alors qu'il y a de l'argent qui court, quoi. Enfin, je veux dire. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui attend la personne. Si elle s'était inscrite, elle aurait pu le toucher, quoi. Oui. Oui, il y a beaucoup d'argent, en fait. Même moi, au début, tu sais, la croyance. On essaye aussi je sais pas, ce truc est alimenté que, il y a pas d'argent. Genre, il y a pas d'argent dans la musique. Tu sais, moi, en plus, comme j'ai commencé le crise du disque et tout, dans ma tête, il y a pas d'argent dans la musique. Et là, je lis, il y a pas très longtemps, 2018, les revenus, donc chiffre d'affaires. Bon, c'est pas le bénéfice net, mais chiffre d'affaires de la musique enregistrée. C'est-à-dire, pas le spectacle vivant, que la musique enregistrée dans le monde. Pour ceux qui connaissent pas trop les termes, c'est tout ce qui est album, CD, etc. Oui. Donc la musique que tu enregistres, album, CD, puis aujourd'hui tout ce qui passe sur le streaming, si tu veux, c'est de la musique enregistrée. Voilà, tout ce qui n'est pas concert, quoi. 17 milliards de dollars. Dans le monde? Oui. Bon, je veux dire, ça va. Enfin, c'est pas. Combien revient aux artistes aussi? Voilà, la question c'est toi, t'as touché combien en fait? Toi, t'as gagné combien? Bon, donc je me dis ok, donc il y a pas, il faut arrêter ce truc de il y a pas d'argent. Il y a de l'argent, ça veut pas dire que les 17 milliards ça vient dans ta poche, parce qu'il y a bien sûr il y a l'État, il y a le machin, il y a le truc, mais je veux dire fondamentalement ça génère de l'argent, ça génère une économie dans le bon sens du terme, tu vois. C'est vivant, je veux dire c'est vivant la musique. Donc voilà, donc je dis le deuxième thème de l'argent, comprendre que l'argent ça circule. Donc où est-ce que je vais chercher de l'argent? Troisième thématique dont on parle de plus en plus, et je pense qu'il va vachement se développer dans le blog, parce qu'en plus, enfin
sur le projet, ce que ça m'intéresse, c'est l'entrepreneuriat. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, quasiment, toutes les personnes qui viennent sur le site, en tout cas, soit ont monté leur boîte, leur label, même une association. C'est bon, t'es entrepreneur, quoi. Oui. De toute façon, artiste, dès qu'on gère sa entrepreneur, musique soi-même, quoi. Oui. Dès que tu crées un projet, t'es producteur, t'es manager, n'importe quel projet. De toute façon, là, il y a beaucoup cette question de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment je monte ma boîte. Une des problématiques qui revient par rapport au développement, là, c'est le développement de ton entreprise, c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps, j'ai pas de compétences, j'ai pas de moyens. Comment je fais pour faire avancer mon projet quand même? Ouais. Tu vois, c'est cette question-là qui revient en fait assez souvent, mine de rien. Alors que tu vois, je me dis droit de la musique, je m'attendais pas à ce qu'on me pose beaucoup ces questions-là, mais en fait, on me pose beaucoup ces questions-là. Et la question qui va aussi avec, c'est la question de la structuration. Comment je me structure pour gérer les 15 activités que je fais en même temps? Et ce problème de la multi-activité qui est vraiment difficile à appréhender, difficile à construire parce que tu vois, t'es auteur, t'es compositeur, en même temps t'es prof, en même temps t'as ton label, en même temps t'es éditeur, t'es produit tes spectacles, en même temps t'es machin, en même temps t'es trucs, en même temps t'es graphiste et en même temps t'es ingé son. C'est hyper difficile, il n'y a pas une seule réponse. Des fois il faut accepter que c'est compliqué, ouais c'est compliqué en fait. Et justement travailler autour de et tout ça, si tu veux, les contrats, la structuration, l'entreprise, la multi-activité, la structuration de tout ça, tu sais qu'il faut diversifier et multiplier ses sources de revenus, en fait. C'est un peu aussi ce que je prône, ce que j'essaye de faire pour moi, ce que j'essaye de partager. Tu sais, on parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui dans la nature, etc. Et je crois que c'est comme si la biodiversité, la diversité, c'est partout dans nos vies, en fait. Donc ceux qui se trouvent genre complètement oh mon Dieu c'est horrible la multi-activité j'en peux plus, en fait justement c'est peut-être ça qu'il faut développer. Il faut développer la multi-activité et c'est génial que les artistes l'expérimentent. Alors c'est pas évident encore parce que c'est le bordel hein, tu vois. Parce que on est entre deux, tu vois, on est entre deux mais pas encore prévu, enfin voilà. C'est pas des questions qui ont été posées jusque maintenant clairement. Exactement. Donc comme c'est pas encore construit, c'est par la pratique. C'est d'abord tu pratiques, d'abord tu développes le truc et ensuite le droit, le cadre, l'administration et tout ça, ça va venir te porter, te soutenir, tu vois. Enfin soutenir ton truc. Donc voilà, c'est un peu ces problématiques là. Voilà. Et encore une fois, je commence par les fondamentaux. C'est quoi un droit? C'est quoi le droit d'auteur? C'est quoi la gestion collective? Tu vois les sociétés de gestion collective. Et c'est vrai que du coup, voilà, que l'artiste il débute dans la musique ou dans le milieu musical ou qu'il soit plus professionnel. Enfin, on est entouré par le droit quand même. Oui. Ce qu'on fait quand même dans toutes les actions qu'on peut mettre en place. Oui. En plus, par contre, alors, il est vrai quand même que si tu débutes, c'est-à-dire tu vas encore au conservatoire, t'es en train d'apprendre un peu le solfège. Que tu fais un concert par an dans un café et que t'es pas trop sûr est-ce que tu vas travailler dans la musique, non, je comprends que ça t'intéresse pas. C'est pas grave, sauf si par curiosité tu trouves ça intéressant, d'accord. Mais je comprends que tu puisses ne pas voir les conséquences pratiques et peut-être qu'en fait il y en a pas. Ok, d'accord, tu vois. Ouais. Mais dès qu'à un moment donné dès qu'il y a de la rémunération ou des questions de contrat. Dès que tu sens que tu touches à avoir un aspect économique, mes droits, oui, pas au sens peut-être philosophique, j'en parle, mais c'est intéressant aussi le côté philosophique. Oui, non, mais bien sûr. Oui. Mais c'est comment ne pas me faire avoir. Enfin, moi, le philosophique, c'est pas juste pour être collé au plafond et puis discuter de la philosophie. En fait, j'en ai rien à faire. C'est comment est-ce que ces questions entre guillemets philosophiques ou éthiques ou spirituelles ou historiques, en quoi ça m'aide moi au quotidien, en quoi ça m'aide à comprendre, à décider, à agir. C'est ça. Sinon, ça sert à rien. Donc, dès que tu te sens confronté à mince, j'ai pas envie de me faire arnaquer, parce que c'est ça aussi aujourd'hui, c'est apprendre à dire non, quoi. Tu vois, apprendre à dire non, apprendre à dire oui.
Je crois que tout le boulot de l'humanité, des artistes, des gens, c'est apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Ouais. Donc, donc pour ça, quand t'es jeune artiste, tu commences, le droit, ça t'aide, tu vois, ça t'aide à prendre une décision, ça t'aide à construire. C'est ça en fait. C'est juste, si tu sens à un moment donné le besoin de structure, de compréhension, de cadre, de protection, de développement, tu vois, le droit, ça t'aide, c'est ça. C'est pas une obligation, c'est pas un truc obligatoire. Il faut apprendre le droit, il faut comprendre le droit. Enfin moi, c'est pas comme ça que je le vois. C'est juste, c'est un soutien. Si à un moment donné, tu as besoin de soutien dans ta carrière ou même dans ton tout début de carrière, le droit, ça peut t'aider à donner une direction, à montrer pourquoi les choses, elles ont été créées, comment elles sont créées. Et puis, c'est justement, enfin, tu vois, dans le blog, il y a, par exemple, quand je parle des contrats, ce que j'intègre vachement à la dimension des contrats, c'est l'aspect humain, négociation humaine. Enfin, un contrat, c'est pas un bout de papier. Un contrat, c'est une relation de confiance. Oui. C'est une relation sur le long terme. C'est une personne avec une personne qui décide de travailler ensemble sur une certaine période pour un certain projet. C'est ça. Et c'est pour ça que justement les artistes, peut-être quand on commence ou quand on connaît peut-être moins bien ces questions-là, on s'imagine qu'un contrat, c'est un bout de papier, en fait. C'est de la paperasse. Oui, il faut signer la paperasse, il faut remplir des cases, tu vois. Peut-être parce qu'aussi, quand on est d'un milieu où on débute et d'un seul coup on peut signer un contrat avec quelqu'un, on voit plus ça comme un cadeau, en voyant l'avance comme un chèque qu'on nous fait sans voir derrière que une avance sur ton travail et que c'est pas un cadeau qu'on te fait, quoi. Oui, d'accord. Oui, oui. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Plus tu plus t'es préparé, plus t'es éclairé. Moins t'as de chances de te faire attraper par des prédateurs, comme on dit. Je dis souvent, arrêtez, c'est bon avec les requins, tu sais, les requins, producteurs véreux, ça me tape sur les nerfs. Mais en fait, il y en a. Ah oui, je vais pas mentir. Bien sûr, il y a des prédateurs, comme dans tous les métiers, quand même. Partout. Mais justement, ce que je disais à une artiste avec qui je parlais il y a pas longtemps, je dis, mais pourquoi ça va être toi la proie, en fait? Donc plus tu te prépares, plus t'es éclairé, moins t'as l'air d'une brebis égarée, moins tu te fais repérer. Enfin, tu vois, moins on te laisse tranquille. Les mecs, souvent déjà, ce que je dis en fait, en plus régulièrement, c'est que quand tu vas rencontrer ces mecs-là, enfin je dis ces mecs-là entre guillemets, tu vois. Des fois, il suffit de poser une question, 2 questions, et juste la question que tu poses, ça montre que ok, bon, vas-y, laisse tomber. Tu vois, on va passer. Mais peut-être, par exemple, tu ne sais pas, mais on te présente un contrat. Tu sais pas, tu comprends pas le contenu, mais tu vas poser une certaine question. Tu vas poser une question, 2 questions. Les mecs qui voient qu'en face, bon, ça va être plus difficile que prévu, viens, on laisse tomber, tu vois. C'est pour ça que mon premier conseil, d'ailleurs, c'est le tout premier conseil quand je parle des contrats ou que je fais des formations sur les contrats, c'est ta première protection, quoi. C'est poser des questions. J'ai un conseil là, c'est oser poser des questions. Parce qu'en plus, on n'ose pas. On a honte de poser des questions. On a peur d'avoir l'air con. On a peur d'avoir l'air idiot. On a honte de pas savoir. Mon Dieu, mais faut vraiment qu'on change nos états d'esprit, quoi. Ouais, osons poser des questions. Vaut mieux avoir l'air con en posant une question, parce que je te dis pas qu'il y a pas de questions con. Oui, si. Mais vaut mieux risquer de poser une question con que risquer 15 ans d'un projet au placard ou d'être ruiné. Donc. Puis au final, voilà, c'est des gens avec qui de toute façon vaut mieux pas travailler, donc c'est pas une perte. Exactement. C'est un filtre. Poser des questions, c'est un filtre. Limite, vaut mieux poser des questions cons, même si tu sais, vas-y, c'est pas grave. Pose une question con, juste pour voir comment il répond, juste pour voir si lui, il sait ou pas, tu vois. Et justement, parler d'avocat, de juriste un petit peu, toi, tu te définis comme donc formatrice avant tout, et aussi juriste. C'est quoi exactement la différence si, par exemple, un artiste
veux consulter pour un contrat ou des questions de droit d'auteur ou autre, c'est comment faire la différence entre un avocat ou un juriste? Ouais. Alors donc c'est une bonne question que je pense jamais à définir puisque tu sais quand pour toi il y a un truc qui est évident, Voilà, mais pas pour nous, que, ça tu l'est vois. pas. Oui, ouais, ça fait 20 ans que enfin tu sais ce truc juriste avocat, mais effectivement, en fait, si tu veux juriste, c'est le titre que tu obtiens quand tu as fini ta maîtrise de droit. Bon, aujourd'hui, disons un master, tu vois. Quand tu as un master de droit, tu es juriste. Et à partir de là, tu peux travailler, tu peux exercer en entreprise ou dans un cabinet d'avocat. Juriste, c'est ça. Ensuite, pour avoir le droit d'être avocat, donc avocat, c'est lui qui va aller au tribunal, par exemple. Tu vois, c'est lui qui a le droit de plaider, d'aller au tribunal, etc. Donc, pour être avocat, il faut passer un concours spécifique pour être avocat. Pareil pour être juge, tu vois. Mais par exemple, juge, donc dans les tribunaux, tu vois, qui décident tout ça. Le juge, l'avocat, ils sont juristes également. Ils ont passé ce tronc commun, si tu veux, c'est un tronc commun. D'accord. Ensuite, la différence, voilà, c'est que le juriste, il va travailler en entreprise, il est salarié d'une entreprise dans les services juridiques. Et l'avocat, il est en quelque sorte indépendant. Il a son titre d'avocat, il a son cabinet d'avocat. Et donc, il peut donner des consultations, il peut rédiger des contrats, il peut aller au tribunal, etc. C'est peut-être ça, tu vois, la différence, c'est l'indépendance et l'entreprise. Sachant qu'en fait, un juriste, tu n'as pas le droit d'exercer de façon indépendante. Tu n'as pas le droit d'être conseil juridique indépendant. C'est interdit maintenant, ça n'existe plus. Soit tu as le titre d'avocat. Avant, c'était les conseils juridiques, ouais. D'accord. Avant, il y a 15 ans, ou 10 ans, 15 ans. Ah oui. Même moi, j'ai pas connu, tu vois. Mais donc maintenant, ça n'existe plus. C'est soit un avocat qui a un titre d'avocat, donc et qui peut te recevoir à son cabinet, soit c'est un juriste qui est en entreprise et là, tu peux pas aller toi le voir en direct. Moi, je ne suis pas avocate. Donc, ça veut dire que tout ce qui est ce qu'on appelle le contentieux, c'est-à-dire demain, tu as un problème, tu sais pas, tu as un problème avec un label qui veut pas te payer ou quoi que ce soit. Moi, je peux pas venir te donner une consultation juridique, je peux pas donner de conseils juridiques sur un problème que tu as avec quelqu'un. Sauf si je t'ai embauché et que tu faisais partie de mon entreprise en tant que juriste. Et voilà, par exemple, tu vois, par exemple. En plus, moi, c'est-à-dire que aujourd'hui, je ne veux plus exercer le métier de juriste, tu vois. Ce qui m'intéresse maintenant vraiment, c'est la formation. Ce que je veux, c'est expliquer les concepts de base et tout. Et qu'une fois que tu as besoin, après, tu peux aller voir un avocat. Donc, voilà, c'est ça un peu la différence entre juriste et avocat. Après, moi, je continue de façon ponctuelle, assez rare, mais quand on me demande de donner des consultations individuelles, mais ça va être plutôt pour, par exemple, décrypter un contrat. Quelqu'un a reçu un contrat, moi je vais pas l'avocat il représente son client, tu vois, t'as déjà entendu ce truc. Donc par exemple si tu négocies, t'es un artiste, tu négocies avec Universal, l'avocat il peut écrire en ton nom, il peut écrire un mail à Universal par exemple en disant mon client dit que tu vois. Ça c'est parce que l'avocat te représente. Moi personnellement, donc quand on me demande, je ne fais pas ce genre de choses. Par contre, si quelqu'un te propose un contrat, je peux t'aider à décrypter le contrat, lire clause par clause et t'expliquer ce que ça veut dire. Tu vois, c'est voilà, décryptage. Mais je te dis pas, je vais pas négocier à ta place. Je vais même pas forcément te dire négocie comme ci, négocie comme ça, mais je vais tout expliquer pour que tu puisses toi comprendre, quoi. Ça peut être un premier pas aussi pour un artiste. Ouais, carrément. Oui, qui reçoit bien un sûr. petit contrat de temps en temps et qui sait pas trop comment lire ça. Bon. Tout à fait. Donc bon, voilà, c'est ça un peu, voilà. C'était pour dire juriste, avocat. Et en fait, si tu veux, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'osent pas aller avoir des avocats. Oui. Parce que, comment dire, peut-être je me trompe, mais j'aimerais bien, enfin, tu vois, avoir des retours parce que, enfin, je me trompe. Non, parce que je l'ai déjà beaucoup entendu, mais je veux dire, tu vois, des retours je crois qu'il y a aussi une peur de l'avocat. Tu vois, bah, peut-être de la justice, quoi. T'as l'impression que quand tu vas dans un tribunal voir un avocat, c'est que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas. Oui, et puis t'as peur de pas comprendre ce qu'il va te dire.
à l'époque, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Il y a un couple, ils étaient trop mignons, quoi. Enfin, tu vois, personne âgée. La dame, elle rentre. Ah, on n'a jamais rencontré en vrai l'avocat. On n'a jamais vu en vrai. Elle dit, enfin, tu vois, impressionnée, tu vois, j'ai trouvé ça mignon. En même temps, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, non, là, c'est un truc qui va pas, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup une frontière qui est mise, enfin, comme tu dis, c'est impressionnant, le côté impressionnant, comme si on met un rôle à l'avocat qui est un peu au-dessus. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et il y a des avocats qui sont très bien dans ce rôle, hein. Ça leur convient très bien. Mais moi, c'est pour ça que j'ai pas pu travailler en cabinet avocat, parce que mais il y a de moins en moins, hein, tu vois. Maintenant, je vois, il y a des nouveaux avocats, toute une nouvelle génération, beaucoup de femmes, justement, qui ont apporté un nouveau regard personnel. J'ai rencontré 2 avocates femmes quand j'avais mon ancienne entreprise, une qui m'a aidé pour des chèques impayés d'un client, donc qui m'a très bien aidé. Mais c'est vrai que le premier rendez-vous, c'est la première fois que j'ai rencontré un avocat. C'était impressionnant. Puis en fait, je me suis dit, bah non, en plus le coût de la consultation, c'est pas aussi cher que ce que je pensais. Et puis en fait, ça m'a aidé. Et enfin voilà, à chaque fois, j'ai été bien conseillée. Et, oui, c'est pas des méchants. Mais par contre, donc quand même, il y a ce truc de comment dire, j'espère, mais ça on verra justement avec avec le blog, avec les prochaines, parce que je vais bientôt, je vais proposer des cours en ligne, des masterclass en ligne, etc. Ce que je souhaite, c'est que des artistes viennent d'abord apprendre enfin, tu sais, comment dire, avoir quelques connaissances avant d'aller voir un avocat. Parce que si tu sais pas ce que c'est un droit d'auteur, si tu sais pas ce que c'est un droit voisin, si tu sais pas ce que c'est la DAMI, la SCPP, un éditeur phonographique, un éditeur musical, tu vois, tous ces trucs de base que j'explique dans le site. Si tu sais pas ce que c'est ça, tu vas aller voir l'avocat, effectivement, peut-être que tu vas rien comprendre à ce qu'il va te dire. Ouais. Et un avocat, son job, c'est pas t'expliquer, c'est te représenter, te défendre et puis faire à ta place, entre guillemets, tu vois. Il a pas le temps de t'expliquer, enfin, il a le temps, mais ça va te coûter cher, quoi. Oui, il n'est pas son métier, c'est pas de former les gens. Bah oui, il va pas prendre la journée pour t'expliquer ce que c'est un droit d'auteur, ça va te coûter 800 €, enfin, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir un premier filtre, de venir prendre des informations tout seul, s'auto-former, quoi, en quelque sorte, ça peut t'aider. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand tu as un problème ou un contrat ou un truc, ah oui, bah tiens, maintenant, je vais aller voir un avocat. Tu vois, ça. Et j'espère qu'il y aura cette progression-là. Tu vois, d'abord, je me forme. Ensuite, quand j'ai besoin, sur certaines questions techniques spécifiques, procédures, négociations, je vais voir un avocat. Et justement, on va enchaîner sur ton blog, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je le dis personnellement, hein, j'ai lu plein de livres sur le droit d'auteur, même de l'IRMA, etc., où c'est pas très vulgarisé, quoi. Je veux dire, on en sort de là, on se dit bon j'ai pas compris plus que avant. C'est cool. Et oui, même moi, hein, je me rappelle. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai visité ton blog, hein, parce qu'on s'est déjà appelé depuis, et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en profite pour vous faire partager un peu ce que Jennifer fait, et que vous preniez connaissance aussi de son blog, qui est une mine d'informations pour les artistes, et de façon vulgarisée, où du coup, on découvre et on comprend beaucoup de choses. Donc déjà, merci à toi pour avoir fait ce blog, parce que ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même, il n'y a pas beaucoup de contenu sur Internet qui aide à comprendre la propriété intellectuelle, les droits dans la musique, etc. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton blog et puis aussi de tes projets, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as d'autres projets en cours pour aider les artistes. Ouais, alors le projet, si tu veux, du blog, c'est d'avoir une partie donc avec des articles, hein, c'est comme un blog, c'est une partie explication des fondamentaux. Donc là, c'est vraiment du gratuit, mais c'est volontaire, c'est une volonté de partager pour que un maximum d'artistes puissent être en mesure de comprendre les questions les plus importantes, tu vois, des fondamentaux du droit de la musique. Donc c'est en cours, en fait, il y a tellement de sujets que j'essaye d'alimenter. Mais il est déjà bien garni, le blog. Ouais, mais oui, bon, tant mieux.
Donc ça, c'est la partie, voilà, où on peut lire les contrats, etc. J'essaie de vulgariser. Après, on me pose des questions, je réponds, etc. Et là, ce que je commence, enfin, ce que je vais, je lance ça là, le 30 avril, la première session. Je lance des masterclass en ligne. Donc, je vais tester, je vais expérimenter ce format pour voir après, tu vois, si ce que je veux faire aussi en fonction de ce qui est utile en face, des besoins, etc. Donc, ça va être des lives, des vidéos, tu vois, des masterclass. Je pense que je vais prendre 2 heures à peu près, 2 heures, 2 heures et demie avec un petit groupe, je pense 6 personnes, où on va parler d'un sujet et où il y aura des questions-réponses. Tu vois. Alors, c'est pas des questions vraiment de la consultation juridique parce que en 2 heures à 6, c'est pas possible. Mais quand même, ça va être, voilà, des questions personnelles, chacun sur sa situation, etc., pour avancer sur des sujets spécifiques et je voudrais faire chaque mois un sujet. Donc là, je commence avec la première thématique, c'est les contrats de la musique, le 30 avril, là. Voilà. Ça, les gens peuvent encore s'inscrire quelque part ou c'est déjà compris? Alors, c'est pas qu'ils peuvent encore, c'est qu'ils peuvent pas encore parce que j'ai pas encore mis en ligne. D'accord. C'est un peu, bon, je mets la semaine prochaine. Écoute, je vais envoyer des informations par mail bientôt, tu les recevras. D'accord. Donc, bon, voilà. Peut-être les délais, c'est un peu short, mais de toute façon, si jamais je vois qu'il y a plus de personnes intéressées, etc., j'ouvrirai des sessions après, tu vois, après, c'est bon. Donc, ça va être, voilà, contrat, circulation de l'argent, comme on disait, la gestion collective, circulation de l'argent, entrepreneuriat. Donc, comment je fais? J'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, j'ai pas de temps. Comment je fais pour avancer mes projets? Ouais. Et structuration juridique. Enfin, structuration, multi-activité, structuration. Donc ça, c'est 4 masterclass différentes. Hein. C'est 4 masterclass différentes parce que je me dis que souvent, t'as pas besoin des 4 en même temps. Ouais. Donc voilà, c'est 4 ans, voilà. Après, à la rentrée, si ça fonctionne bien, bah, à la rentrée, je les referai, tu vois, comme ça, un par mois. Et puis, si ça marche encore mieux, bah, peut-être je ferai 1 ou 2 par mois, voire 1 par semaine. Enfin, je sais pas, après, ça dépendra. De la demande. De la demande, de comment je le sens, tu vois. Et du coup, les gens s'inscrivent sur ton blog pour recevoir la newsletter et avoir l'information des masterclass? Ouais, sur le site, là, dès la fin de cette semaine ou dès lundi. D'accord. Juste entre parenthèses, je mettrai le nom du site dans les... Non, je le dis aux auditeurs pour qu'ils aillent voir dans le descriptif du podcast qu'ils trouveront le lien vers ton blog directement. D'accord. Et je vais mettre une page, donc il y aura une page spéciale, enfin une page masterclass avec les programmes et ils pourront s'inscrire directement via le site. D'accord. Bon, bah en tout cas, j'espère qu'ils entendent bien l'information et qu'ils vont sauter sur l'occasion parce que c'est nouveau, c'est original. Connaissant tes articles, ça va être intéressant. Et ouais, j'espère. Et puis ce sera un échange. Enfin, justement, ça va pas être un monologue pendant 2 heures. Je te raconte ce que c'est le droit machin, le droit truc. C'est un échange. En fonction des questions que tu te poses, bah hop, je réponds. Et puis tu vois, il y a vraiment cet aller-retour entre moi et le groupe. Et c'est pour ça que ça sera un petit groupe. Parce que j'ai envie des échanges privilégiés. Puis ce qui est quand même bien, c'est qu'au lieu de poser des questions, parce qu'on voit beaucoup sur du groupe Facebook ou des forums de musique, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sur les sujets des droits de la musique, des contrats, etc. C'est jamais les mêmes réponses, parce que souvent ceux qui répondent sont pas dans le droit, donc ont des réponses de oui, moi on m'a dit que ou mon copain il fait comme ça. Et du coup, voilà, là ils vont enfin avoir des masterclass et puis avec des vraies réponses, quoi, des réponses. Justement, ce que je fais bien la distinction en tout cas dans les formations, dans les cours, tout ça que je donne, et ce qui est utile pour les artistes de reconnaître dans un contrat ou dans une situation, dans ce qu'on te dit, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de c'est la loi qui le dit et on peut pas changer. Enfin, je peux pas changer aujourd'hui en tout cas, mais c'est la loi. Et qu'est-ce qui est de l'ordre de c'est négociable, c'est contractuel comme on dit. Tu vois, c'est qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est dans la loi, qu'est-ce qui n'est pas négociable. Et ça, c'est la première distinction à faire et que souvent on sait pas faire cette distinction. Donc, on mélange tout. Ce qui est la loi, c'est la loi. Mais après, dans le négociable,
tu peux faire ce que tu veux en vrai. Sauf que ce qu'on essaye de te faire croire souvent justement, ça dépend certaines personnes, certains milieux, c'est que des choses qui sont négociables, comme ça fait 50 ans qu'on fait comme ça, on te le fait passer pour c'est la loi, c'est comme, ah bah non, les pourcentages pour les artistes, c'est 8%. Ouais. Mais c'était 8% en 1945, mais je veux dire, on est en 2010, et ça peut pas changer. C'est pas la loi. Ça, c'est pas la loi, c'est négociable. Donc, voilà pourquoi tu vas avoir plein de réponses différentes. L'autre, il va dire c'est 8%, 12%, 50%, etc. Parce qu'en fait, c'est négociable, quoi. Donc voilà, c'est faire cette distinction-là entre ce qui est légal, le cadre légal et ce qui est négociable. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup, Jennifer. On arrive à la fin du podcast. C'était vraiment super intéressant. Je te remercie beaucoup. C'est vrai, moi, je suis bavarde, je suis désolée, je parle. Non, mais c'est bien, écoute, c'est très bien. C'est très bien et je pense que ça va ouvrir les yeux aussi, intéresser pas mal des auditeurs. Et puis, j'espère que s'ils ont des questions, ils n'hésiteront pas aussi, ou des commentaires à les mettre sur le podcast ou à venir sur le blog et puis à éplucher les articles. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Est-ce que tu as, par exemple, un conseil que tu voudrais donner aux artistes avant de se quitter? De respecter la musique, quoi. De savoir pourquoi on fait de la musique, de qu'est-ce que ça représente la musique pour toi, pourquoi tu veux faire de la musique, mais même pourquoi en tant que professionnel de la musique, pourquoi tu veux accompagner des musiciens, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important. Donc voilà, c'est un peu respecter, honorer, valoriser, défendre, protéger, tu vois, la musique, voilà. Parce que du fond du cœur, du fond du cœur de moi, pourquoi je fais ça, c'est pas ni pour le droit, c'est pas pour le machin, c'est pour élever un peu, tu vois, la musique, l'art, les musiciens, ces métiers-là, ce genre de communication-là, la communication par la musique, on voit bien les vibrations entre les gens, on voit bien ce que ça fait naître, parce que la musique, c'est un peu un langage de l'amour, quoi. C'est tu transmets, tu donnes de l'amour, point barre, en fait. Merci encore pour votre attention du jour. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux, Facebook, YouTube, notre site web et notre blog pour encore plus de conseils.